Historienne, romancière et chroniqueuse, Mouna Hachim est une femme amoureuse de la littérature et de l'histoire, et s'est dédiée complètement et sans limite à ses écrits et ses recherches qui se penchent souvent sur le patrimoine de son pays. Au fait, les choses ont évolué de manière tout à fait naturelle. J'ai jamais su ce que je voulais faire au juste quand j'étais étudiante, mais ce que j'aimais, c'était la lecture, au fait. J'aurais pu passer toute ma vie à lire. Et finalement, j'y suis arrivée par la force des choses. Donc, j'ai fait des études de littérature française, option littérature comparée. Première vraie expérience professionnelle, ça a été dans une institution bancaire en tant que responsable de communication interne. J'ai reçu une excellente formation d'ailleurs de la part d'un consultant international et j'ai eu à m'occuper des journaux d'entreprise parce qu'ils en avaient plusieurs au sein du groupe bancaire. Et de là, au fait, ça m'a donné envie de découvrir la presse grand public. Et de là, donc, j'ai commencé un petit peu à travailler en tant que journaliste. Et puis, j'ai appris aussi le métier de secrétaire de la rédaction, qui est un métier extrêmement instructif, très ingrat, parce que c'est un métier de l'ombre, comme on l'appelle. Mais au fait, il permet de comprendre tout le processus de fabrication d'un support écrit. Et ça m'a été d'une très grande utilité par la suite pour ma carrière et aussi pour l'auto-édition de mes ouvrages. Donc j'ai roulé un peu ma bosse comme ça dans les médias. Et en 97, ce qui remonte déjà à loin, ce qui ne me rajeunit pas, j'ai pris la décision en fait de m'installer pour mon compte parce que je me rendais compte que l'entreprise, effectivement, c'est très formateur. Je n'ai absolument rien contre le travail d'équipe, rien contre la hiérarchie, rien contre la discipline, le respect des horaires. Mais ce cadre-là, d'être enfermé dans une c'était pas du tout un cadre épanouissant pour moi, donc je sentais le besoin de travailler à domicile. Ce qui m'empêche pas de travailler non-stop. Du saut du lit, je suis au boulot sans perdre le temps de l'aller, d'y aller et tout ça. Donc c'est un gain de temps inestimable. Et donc là, à partir de cette date, effectivement, j'ai commencé à travailler à la fois pour les médias, un petit peu en communication au début parce que c'était ma vocation de départ professionnelle. Et puis par la suite, j'ai un petit peu laissé tomber ce volet pour me consacrer uniquement à la recherche. Et c'est là où j'ai écrit mon premier roman, Les enfants de la Chaouia, suivi par la suite des deux essais qui ont suivi, avec des contributions en parallèle dans certains médias en tant que chroniqueuse indépendante. Sa grande ambition et son engagement infaillible ont donné corps à sa passion. Mouna Hachim, femme de lettres, de conviction, est également épouse et maman, chose qui ne l'a pas empêchée à suivre sa vocation. Et j'ai fait ce choix qui effectivement était très compliqué parce que c'est très difficile à faire comprendre à un certain nombre de personnes. Mais je pense que par la force des choses, on arrive, quoi qu'il en soit, à respecter nos convictions parce qu'après tout, il s'agit de notre vie et pas celle de quelqu'un d'autre. Que quand je ne suis pas à la bibliothèque, je suis chez moi à la maison. Donc, en termes de présence, c'est vrai que je suis là, mais il faut avouer aussi que des fois, même en étant là, je suis totalement absente parce que quand je suis comme ça en immersion dans mes travaux, je vous assure, on peut me parler, je n'écoute pas. Je suis dans une espèce de bulle où je ne sais pas ce qui se passe dans le monde avoisinant. Mais il faut dire, alhamdoulilah, mes enfants maintenant sont de jeunes adultes, donc bon, ils ne requièrent plus cette attention qu'ils avaient quand ils étaient beaucoup plus petits. Donc je pense franchement, en termes d'équilibre, c'est une situation idéale. Partant de sa foi inébranlable en la valeur de la femme marocaine, l'écrivaine insiste sur la nécessité de sensibiliser la société aux droits de la femme, tout en adoptant une approche globale qui touche les différentes catégories de la société. Il y a un effort d'éducation à faire à l'ensemble de la société dans son ensemble. C'est pour ça que même quand il s'agit de la défense de la cause féminine, je pense que on ne peut pas procéder par fractionnement et viser uniquement exclusivement la femme. C'est la société dans son ensemble qui a besoin d'une sensibilisation, qui a besoin de changer voilà, de mentalité. Et là, c'est vraiment un travail de longue haleine. Les femmes maintenant, on le voit, moi le nombre de femmes que je connais, c'est elles qui gèrent, même des fois dans des milieux très modestes, c'est une femme qui travaille pour 7, 8 personnes dans des hommes. Donc quand on voit la réalité des choses, la femme elle est omniprésente et moi vraiment, des fois je suis très étonnée, on sort dans la rue, on voit les femmes, je ne parle même pas des hautes fonctions, je parle juste dans la vie de tous les jours, des femmes gardiennes de voiture, des femmes chauffeurs de bus, des femmes même éboueurs, même...
Je veux dire, c'est vraiment une vraie réalité. La femme est confrontée à cette situation où elle est obligée d'être au four et au moulin, et dans la vie professionnelle, et à gérer sa vie. Et donc, on ne peut pas on peut pas lui rejeter la responsabilité. C'est une responsabilité globale, et c'est en ce sens que la sensibilisation aussi doit être globale et ne pas se concentrer uniquement sur une frange et pas une autre. Chercheuse en patrimoine, Mouna Hachim se veut fière de la femme marocaine qui a pu s'imposer dans des différents domaines à travers le temps et l'histoire. Mon premier roman, Les enfants de la Chaouia, j'avais soulevé cette question. C'est un roman, disons, légèrement autobiographique, qui part d'une réalité qui est la mort du père et une famille de 5 sœurs et une maman qui se retrouve confrontée à la problématique de l'héritage. Sauf que c'est vrai que moi je l'avais vécu personnellement, et à la suite de la mort de mon père, l'Erhamou, et c'est quelque chose qui m'avait révoltée à l'époque parce que j'essayais de comprendre c'est quoi cette aberration, même si c'est quelque chose de religieux, ben ça n'a pas empêché cette révolte à mon âge, juste pour comprendre. Et puis, ben, je me suis penchée un petit peu plus sur cette question et j'ai compris énormément de choses. J'ai compris au fait qu'il n'existe pas dans notre société une masse comme ça, brute, d'hommes qui sont des brutes épaisses, et de l'autre côté, les femmes victimes, saken et tout ça, toujours en éternelle victime. Et dans le roman, on le voit très bien, des portraits très contrastés où les tantes sont aussi peau de vache que les oncles, et des fois même elles, les meneuses, un peu dans les coulisses et tout. La femme a toujours été présente, mais malheureusement, c'est une place qui n'a pas été suffisamment mise en valeur dans les archives, et il est justement temps de débroussailler tout ça et d'essayer de lui redonner cette place qui a été la sienne à travers l'histoire, et à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit sur le plan culturel ou même sur le plan politique et sur le plan même du commandement. Et des fois, quand elle ne dirigeait pas directement, eh ben, on la retrouvait quand même dans les coulisses à user de tout son pouvoir et de toute sa ruse voilà, pour imposer des choses politiques qui sont exécutées après dans les faits, comme on a pu le voir avec un personnage comme Khnata Ben Sbikar par exemple. Je ne parle pas bien sûr de Zainab Nefsawiya qui est extrêmement connue aussi. Il y a eu une Zhour Ouatassia qui a régné une année sur Fès, et dont malheureusement on a très très peu d'éléments. Puis que dire évidemment de la célèbre Saïd al-Hurra, qui a régné quelque chose comme 30 ans sur Tétouan, qui était une cité-État à l'époque, qui vivait un petit peu en indépendance dans un contexte politique de fragilisation du pouvoir voilà, ouattacide. Donc il y a des choses à creuser à ce niveau, et là aussi ça peut être un volet très passionnant en termes de recherche. Une femme douce dégageant une grande force. Mouna Hachim a mis en avant la prouesse de la femme marocaine depuis sa première expérience, le roman Enfant de la Chaouia. Ce dernier livre, donc, il s'inscrit un petit peu dans une suite logique par rapport à ce que j'ai effectué en termes de recherche, notamment le dictionnaire des noms de famille du Maroc, qui a été le fruit de 9 ans de recherche en tout, entre la première et la deuxième édition, et qui est une manière au fait de connaître l'histoire du Maroc à travers les petites histoires des familles. Et qui dit famille, ben c'est des grandes familles. Et quand je dis grande, ce n'est pas en termes de statut social, c'est en termes sur le plan tribal, sur le plan des ramifications du nord au sud du pays. Et cela permet de comprendre énormément de choses relatives à notre histoire, à la profondeur, par exemple, du socle amazigh dans notre histoire. Et donc, quand j'ai pris en fait en compte ces réalités au cours de mes recherches, j'ai eu à cœur de faire un livre qui puisse raconter l'histoire du Maroc en changeant un petit peu d'angle de vue et en sortant des schémas, disons, très institutionnels, parce que très souvent on nous raconte la grande histoire qui est évidemment nécessaire et obligatoire. Moi, je suis un pur produit de l'école publique marocaine, donc bien sûr, j'ai eu des cours d'histoire, mais l'histoire a toujours été racontée de manière extrêmement barbante, avec beaucoup de dates, beaucoup de noms de personnalités. Et alors qu'au fait, l'histoire, c'est extrêmement, je ne sais même pas, parce que ce terme passionnant, je le dis, mais je ne sais même pas comment qualifier, c'est plus invraisemblable que la réalité, c'est une source d'inspiration, c'est des faits, mais tout ça, on ne le retrouve pas dans les manuels scolaires, par exemple. On ne retrouve pas, par exemple,
euh, l'histoire des mentalités, l'histoire des idées, la vie quotidienne des populations, leur langage, quelle langue on parlait, par exemple, est-ce que la Darija existait au XIVe siècle? Non, je ne sais pas. Comment on s'habillait, comment on s'est... Donc, toutes des questions relatives. Et puis, mettre aussi l'accent sur des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir au premier plan et qui ont quand même marqué la scène politique et sociale de leur époque. Donc à partir de là, j'ai envisagé ce livre sous forme de chroniques. Elles sont chronologiques, dans une logique tout à fait, disons, classique, parce que ça va des origines à 1907, mais en même temps ce sont des chroniques thématiques. Inspiré et original, le travail de cette Marocaine tente de donner des éclairages historiques loin des circuits conventionnels, comme en témoigne d'ailleurs son dernier ouvrage, Chronique insolite de notre histoire.